Bonjour, cette vidéo est l'enregistrement d'un cours que j'ai fait sur les indicateurs colorés acido-basiques. On y verra en particulier comment déterminer leur pKa par spectrophotométrie et on verra aussi un certain nombre d'autres propriétés. Et le premier thème que je vais aborder, c'est celui des indicateurs acido-basiques. Indicateurs colorés, on appelle acido-basiques. Donc les indicateurs colorés acido-basiques, ce sont des couples acide-base qui possèdent un certain pKa, donc tous les couples acide-base. Ils ont une autre propriété, c'est que les deux formes sont de couleurs différentes. Deux formes de couleurs différentes, et ces formes ont des coefficients d'absorption qui sont importants. Donc le coefficient d'absorption qu'on a généralement epsilon de la loi de D'Alembert, il est élevé. Ce qui permet, avec une trace du colorant, d'avoir une couleur importante. Parce que sinon, il faudrait mettre beaucoup du colorant, et comme c'est un couple acide-base, il interférerait avec le système acido-basique qu'on étudie. Donc voilà où est-ce qu'on en est dans les caractéristiques de l'indicateur coloré. Il en existe principalement de deux types, si on les traduit en termes de couleurs, les monocolores, les monocolores. Exemple, la phénolphtaline. Qui passe, donc son pKa vaut de l'ordre de 8,5, qui passe d'une forme incolore à une forme, on va mettre fuchsia, plus. Ouais, je trouve que ça se dit comme ça, fuchsia. Je laisse c'est pas beau, à l'endroit où on a envie de le mettre. Et ceux qui sont bicolores, comme beaucoup, par exemple le bleu de chromatimol. Qui sont jaunes, donc c'est des axes de pH. Le bleu de chromatimol, son pKa est de l'ordre de 6. Il est jaune en milieu acide et bleu en milieu basique. On va dire que c'est un détail. Alors, ce n'est pas complètement un détail, pour plusieurs raisons. L'une qui est insignifiante, mais que je vous donne quand même, c'est qu'un indicateur coloré monocolore, sa forme colorée est présente, bien sûr, elle est majoritaire ici. Là, il y en a encore la moitié, mais là, il y en a encore un petit peu. Donc à la limite, on pourrait se dire que son utilité va dépendre de la qualité de l'œil de l'observateur. C'est-à-dire que si on avait des gens parmi vous, des ségrégatifs avec des yeux bioniques, ils pourraient voir le virage ici à pH 3. Voilà, bon. Donc c'est quand même, sur le plan théorique, on voit que ça pose cette question. Celui-là, j'ai choisi exprès le jaune et le bleu, parce que quand on est dans cette zone qu'on appelle la zone de la teinte sensible, eh bien, dans cette zone, les deux couleurs sont présentes avec des rapports raisonnables, c'est-à-dire de l'ordre de 1 à 10 pour l'un ou pour l'autre, et un mélange d'absorption de jaune et de bleu, ça fait vert. Et donc, l'œil perçoit une troisième couleur. Donc, c'est quand même très différent à l'usage, pour des raisons pratiques et puis pour des raisons théoriques et bioniques. Et je donnerai un autre exemple tout à l'heure de différence de ces deux indicateurs colorés. Alors, c'est important de noter sur le plan pédagogique, il faut insister, que vous avez une couleur jaune, une couleur verte et une couleur bleue, vous n'avez que deux espèces chimiques en solution, et pas trois. C'est que le vert est une superposition due à l'œil et on n'y peut rien.
En spectre, ça donne la chose suivante. Donc les spectres, c'est l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. Pour un spectre de la phénylphtaline, on va avoir, alors il est rouge, on va supposer que ça va être comme ça. Voilà. Ça, c'est le spectre en milieu basique. Ça va être un pH autour de pH égale pK. Puis ça va être le spectre en milieu très plus acide. Ça ne veut pas dire que dans l'UV, on n'a pas une bande. Ça va être l'UV. Ça, c'est le visible. Donc, du coup, là. Ici, lambda va de l'autre côté, non? Si je suis en lambda et qu'il augmente, toujours penser que ça peut être l'opposé. Voilà, donc ça c'est pour ce spectre-là. Et si je suis avec, dans le cas du bleu de mon timol, je vais avoir la forme, la forme jaune qui va avoir son absorbance ici, et la forme bleue qui va avoir sa courbe et son absorbance peut-être plus grande, peut-être plus, je ne sais pas. J'espère que c'est les bonnes positions, hein. Si c'est le contraire, vous ne voudrez pas, je ne sais pas par cœur où sont les maxima d'absorbance. Ça, c'est, on va dire, ça va être en milieu basique. Et ça va être en milieu acide. Il n'y a pas de forme verte. La forme verte, ça serait au pH neutre, ça serait quelque chose comme ceci. Ça, c'est teinte sensible. Vous avez un petit peu de celui-là et un petit peu de celui-là. J'ai fait passer ici par un même point. Ce même point, pour avoir un même point qu'on appelle point isobestique, il faut certaines conditions que je vais étudier maintenant. Isobestique. Je vais étudier maintenant ce qui va nous amener à certaines expériences classiques de détermination du pK de l'indicateur coloré. Donc avant ça, je résume. Deux formes de couleurs différentes, éventuellement l'une incolore, un epsilon élevé et un pK. Ce pK, vous avez une grande variété de pK et donc une grande variété d'indicateurs colorés qui s'utilisent pour différentes situations. Monsieur? Oui. Excusez-moi, je n'ai pas suivi. Isobestique, c'était fou. Isobestique, ça veut dire ce point-là. Ici, j'ai fait passer par les trois courbes par le même point, et ça n'arrive que dans certaines conditions qu'on va développer, maintenant. Par exemple, pour la détermination du pK d'un l'indicateur. Alors, l'indicateur coloré, pour déterminer son pK, ce qu'on fait, c'est comme tous les acides, il faut se mettre dans des zones de pH où les deux formes sont présentes. Là, ce qui est intéressant, c'est que les deux formes sont colorées, et donc ça va nous donner la possibilité de travailler avec un spectrophotomètre. Alors, le spectrophotomètre, à quoi est-il sensible? Il est sensible au fait que vous allez avoir, simplifié à l'extrême, mais plusieurs niveaux dans la configuration électronique de l'indicateur. Et si vous avez
transition possible d'un niveau à l'autre. Vous absorbez la lumière, et puis cette lumière devrait être fixée par ce delta d'énergie, qui est égal à un delta E, qui est égal à HC sur lambda. C'est le lambda qu'on mesure ici. Donc dans quel cas on a un indicateur coloré? On a un indicateur coloré quand le delta E est relativement faible. Très souvent, les composés organiques ont des absorbances plutôt dans l'UV. Et ce qu'il faut, c'est ramener cette absorbance dans le visible pour pouvoir dire j'ai un colorant. C'est le cas ici. Donc quelle est la condition pour que ça revienne dans le visible? C'est pour diminuer delta E. Donc delta E diminue s'il y a conjugaison de C doublon C. Si on a un système conjugué qui est conjugué, on va voir un système de doublon qui est conjugué, je vais donner, on va voir ça sur un exemple, parce qu'on peut faire des chimies organiques qui vont être un petit peu perdus par les formules, mais on va faire ça au mieux. Donc, exemple, alors la forme suivante, malheureusement, elle est mal écrite, pardon, j'étais un peu vite. Cette partie était mal écrite. Donc le système conjugué maintenant. Il prend toute la molécule. Prenons toute la molécule, il est plus grand, et la conjugaison ici étant plus grande, le delta E diminue. Et c'est exactement la situation qui se passe. Celui-là a cette forme a cette absorbance ici, et cette autre forme a cette absorbance-là. Donc en milieu acide, ce système est incolore. En milieu basique, il est coloré. C'est la situation de la phénolphtaléine. Alors, on ne peut pas deviner que ça c'est incolore et que ça c'est coloré. Parce qu'à la limite, ça peut être ça c'est coloré et ça c'est dans l'infrarouge. Un déplacement. Ça, on ne peut pas le deviner. Mais le but est d'interpréter pourquoi, sachant que expérimentalement j'ai incolore et coloré, eh bien, parce que les systèmes conjugués sont plus grands. Donc ça, c'est quelque chose maintenant qui s'enseigne même au lycée. On n'a pas besoin d'apprendre par cœur les molécules, mais il faut être capable de repérer les systèmes conjugués, peu conjugués et très conjugués comme ceci. Donc ça, c'est la relation, c'est une relation entre un aspect macroscopique de l'indicateur coloré, c'est-à-dire sa couleur, et un aspect microscopique, c'est-à-dire sa formule. Et toutes les relations macro-micro sont bonnes à utiliser pour l'enseignement de la chimie. Donc là, maintenant, on a notre structure qui est donnée, on sait pourquoi c'est coloré, pourquoi ça n'est pas. Et on va regarder ce qui se passe. Je peux effacer celle de gauche, formule. On va regarder maintenant l'étude acido-basique. Pour laquelle on a le pH qui est égal au pKa plus log de la concentration de la base sur l'acide. C'est super parce que comme j'ai de la couleur ici, cette concentration est liée à l'absorbance que je sais mesurer. Donc j'ai l'absorbance en milieu acide qui est égale à epsilon en milieu acide, L concentration en AH, et j'ai l'absorbance en milieu basique qui est égale à epsilon en milieu basique, L concentration en A-. Alors, je vais me mettre déjà dans un système, dans un cas simple.
acide a une absorbance nulle en milieu basique, dans les grandes longueurs d'onde. Donc si j'arrive à trouver le pH pour lequel la courbe ici est moitié, on voit bien que ce pH-là, ce sera le pH qui correspond au pK. Et ce que je vais développer là maintenant, c'est le cas où c'est pas si simple. Donc, ce développement ici, je vais commencer par la partie expérimentale. Je vais imposer que A- plus AH soit constant à tout pH. Je vais donc faire différentes solutions pour faire différents spectres à différents pH, mais je vais utiliser cette condition-là qui est que la somme des deux soit constante. Donc expérimentalement, comment on fait? Eh bien, on prépare une solution avec l'indicateur coloré à une concentration C, qui va être la concentration constante ici. J'en mets par exemple 10 ml ici et 10 ml là. Et je complète avec un acide ici et je complète avec une base là. Et je vais donc avoir ici une solution en milieu acide avec AH qui est égal à C', cette dilution est là. Et ici en milieu basique, A- égale C'. Et ensuite, tout mélange de quantité, même non mesurée approximative, sera telle que la somme A- plus AH sera toujours égale à C'. Comprenez pourquoi? Parce que j'ai mes deux choses, ça c'est... Peut-être ici, il y a une partie des AH qui vont se transformer en A-, peu importe, mais le total va rester, si je ne fais pas de dilution, bien sûr, va rester, la somme va rester égale à C'. Et suivant les proportions de l'un ou de l'autre, je pourrais ajuster mon pH à la valeur que je veux. Donc expérimentalement, on prend le bécher, on met l'électrode de pH et l'électrode de référence, on met le pH ici, et puis on ajuste, on met un peu plus, et puis on dit voilà, je vais faire une solution à pH 4, 4,5, 5, 5,5, 6, puis j'ajoute goutte à goutte, moi je suis à 4,02, je m'arrête. Et je me fous complètement de la quantité que j'ai mise. Ce qui est important, c'est que j'ai cette condition à respecter et le pH qui est le pH voulu. Donc ça, c'est quelque chose qui permet d'avoir une solution de concentration maîtrisée et de pH maîtrisé également. Alors, si on fait ça, que devient l'absorbance de toutes ces solutions? Alors, la formule de D'Alembert me dit que l'absorbance à un pH donné va être égal à epsilon A, L, concentration en AH, plus epsilon B, L, concentration en A-. En gros, c'est la contribution d'une forme plus la contribution de l'autre. Et ceci est une fonction du pH et une fonction de la longueur d'onde. Ça, ce sont des fonctions du pH, et ça, ce sont des fonctions de la longueur d'onde. C'est pour ça que j'ai donc un faisceau de courbes en fonction de la longueur d'onde, le faisceau est en fonction du pH. C'est ça que je cherche à obtenir. Alors, il est pratique de réécrire ça comme ceci. J'ai A est égal à epsilon A, L, qui multiplie C' facteur de C' fois X
x étant la part de x compris entre 0 et 1, plus epsilon b L, C' facteur de 1 moins x. Avec une seule grandeur, c'est pratique. Et en fonction du pH, x varie entre 0 et 1. Alors, ça, si je suis en milieu acide, ça va s'écrire epsilon A, L, C'. Et ça va s'écrire epsilon B, L, C'. Donc je peux développer ça, ça me fait LC' facteur de x epsilon A moins epsilon B plus LC' epsilon B. Ça, c'est ça, donc c'est l'absorbance du milieu basique, qui n'est pas dur à voir, oui. Il n'y aurait pas un x et un moins x qui traînent Ici? Ici oui, non, ça c'est l'absorbance quand je suis en milieu vraiment acide. Ça va être l'absorbance de celle-là. Les autres absorbances, c'est ça, qui sont des choses qui sont faciles à avoir, en milieu franchement acide, en milieu franchement basique. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est égal à x. LC' epsilon A, c'est A acide, facteur de A acide moins A basique. Ah. Donc là, je suis en fonction maintenant de x. Et cette grandeur-là, ici, je peux la réécrire pKa log de... Alors, c'est lequel? L'acide, c'est x, donc c'est 1 moins x sur x. Et x, je peux l'avoir ici. X est égal à A moins AB sur AA moins AB. Donc je peux injecter ça dans ma formule du pH. pH égale pKa log de, alors 1 moins x c'est égal à 1 moins, on va l'écrire, 1 moins A moins AB sur AB sur x, c'est-à-dire A moins AB sur A moins AB, les dominateurs s'en vont, il me reste pH égale pKa plus log de... non, ils s'en vont pas là, ils s'en vont si je réduis mes dénominateurs. Log de A AA sur, j'enlève ça, c'est pas possible, ça va vous avez remettre sur AA moins AB. Sur A moins B. Lequel? C'est A moins B. Au dénominateur. Dominateur, c'est AA moins AB. Non? Oui, vous avez multiplié en haut et en bas par AA moins AB. Et du coup, il reste plus que A moins AB. Oui, c'est celui-là qui reste. Voilà. Alors, expérimentalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ma série de solutions de pH variable. pH acide, il va un pH basique. Elles ont été obtenues comme ça, là, très facilement. Ça ne prend pas très vite, c'est pas très long à faire, ces solutions. J'ai leur pH, donc j'ai ça.
j'ai leurs absorbances. AA et AB sont connus depuis le début, puisque ce sont les valeurs avant mélange. Et ça me donne accès au PA, au PK très facilement. Donc je trace. pH en fonction de log de cette affaire-là, AA moins A sur A moins AB. Et j'ai une droite de pente 1 qui passe par P4. Le calcul est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus long que l'expérience. Le calcul tombe à l'écrit de temps en temps. Et si vous faites cette expérience-là, le jury peut vous poser la question, elle vient d'où cette formule, etc. Voilà. Il ne faut pas se planter dans les notations, ce que j'ai failli faire là. Et vous avez de cette façon. Alors, une information importante, c'est que dans cette série-là, si le pKa vaut, disons que c'est le Borgotimol, si le pKa vaut 6 à peu près, eh bien c'est intéressant d'avoir des valeurs entre, on va dire, 4 et 8. Parce que pour la valeur 3, la valeur 2, la valeur 1, eh bien vous allez avoir un des deux qui va être égal à l'autre, et vous allez avoir tous les points au même endroit. Donc c'est pas du tout intéressant d'avoir une belle échelle de pH 1 à pH 13. Il faut au contraire avoir des points entre pH égale pK moins 2, pK plus 2, et là vous avez vos points ici. Donc il y a besoin de 5 points. 4, 5, 6, 7, 8, c'est bon. Voilà l'expérience qui est assez classique et qui met en jeu plein de choses. Du pH, de l'absorbance, etc. Et en plus, qui peut vous mettre en valeur si vous avez des courbes comme ceci. Avec un bon point isobestique, le jury dira il a bien travaillé. Ah, j'ai pas dit pourquoi le point était isobestique. Est-ce que vous devinez pourquoi? C'est issu d'une des équations qui était écrite ici, j'ai malheureusement effacé, qui était que l'absorbance est égale à epsilon, à LC epsilon A moins epsilon LC epsilon A x plus epsilon B 1 moins x. Vous pouvez écrire ça que si vous avez un C qui est commun à toutes les solutions. Et à ce moment-là, s'il existe un point pour lequel epsilon A égale epsilon B, alors les valeurs sont les mêmes pour toutes. S'il existe un pH pour lequel, non, un lambda pour lequel epsilon A égale epsilon B, c'était ce point-là quand j'avais les deux courbes, alors vous avez pour ce point-là LC, epsilon A est égal à epsilon B, il vous reste LC multiplie epsilon B. Et donc un travail soigné vous donne un point isobestique, un travail non soigné vous donne un triangle isobestique ou quelque chose comme ça. Ça se voit et c'est beau et le jury apprécie. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur les indicateurs colorés. Il y a une question. La méthode de détermination du pK. Si la pente vaut toujours 1, on peut même tracer plusieurs points. C'est la probabilité hors de mesure. Parce que si on a un seul point, finalement. Ouais, mais si ça c'est les valeurs théoriques et que tu es là, tu es bien content de. C'est pour compenser l'erreur de les assassins. Les erreurs, ouais, tu sais, en chimie, les erreurs, il faut accepter qu'on puisse en trouver. D'ailleurs, si vous deviez faire un calcul d'erreur, j'ouvre une parenthèse sur le calcul d'erreur. Normalement, vous avez un cours sur les calculs d'erreur qui vous est fait, je ne sais pas si ça prend en charge les données de la chimie.
mais les erreurs sur un pH mètre sont assez compliquées à gérer. Pourquoi? pH égale 10 puissance moins concentration en H3O+. Donc quand vous avez un pH égale 10,1, eh bien, ça correspond à quoi ça? Ça correspond à pH égale à H+, égale, je vais prendre 1 parce que je ne connais pas par cœur à quoi ça correspond, mais je vais prendre 3 parce que log de 3 c'est 2. Ça correspond à 2, 10 puissance, moins 11 je crois. Si pH égale 3, vous avez une calculette là pour regarder. Si pH égale 10,3, je pense que ça fait H+ égale. Soit c'est 2, soit c'est 5, je sais plus. Ça, bref. Globalement, ce 10, il termine ici. Et ce 3, il termine là. Donc en fait, ce 10,3, ce n'est pas 3 chiffres significatifs, c'est un chiffre significatif. Et là, on se fait assez facilement avoir, on dit ouais, j'ai une bonne précision, 3 chiffres, que dalle, on a un chiffre. Okay, donc c'est soit 1, soit... Donc sur les pH, il faut faire attention pour faire calcul d'erreur, à ne pas aller un peu vite en besogne. Donc vous réfléchirez à ça. Parce qu'il y a plein de gens qui s'en mêlent les pinceaux dans ce petit calcul. D'autres questions? Oui, monsieur. Oui. Là, en fait, au début, vous avez dit que les indicateurs colorés, c'était très puissant au niveau couleur. Quoi. Le epsilon, il est très J'ai pas dit, j'ai pas parlé de puissance. Non, mais hier, on a vu que pour le TP, le spectrophotomètre, il fallait utiliser des solutions très diluées. Or là, si on dilue, on va faire varier le pH. Hier, tu n'as pas utilisé d'indicateur coloré. Non, mais je veux dire, on a utilisé un composé, un complexe qui est coloré. Tu as fait l'absorbance sur un complexe coloré. Oui. Si tu prends un indicateur, si tu fais un titrage acide-base classique, comme tu fais depuis tu obtiens une courbe comme ceci, et tu as quelque part un indicateur coloré qui va virer, par exemple, dans cette zone-là, et tu es bien content parce que tu es soit là, ce qui est peu différent de la valeur attendue. En fait, quand tu regardes bien, tu as titré deux acides. Tu as titré l'acide que tu veux titrer, et tu as titré l'indicateur coloré. Donc normalement, tu as un premier titrage, un deuxième titrage, ceci. Et ce que tu veux, c'est que ceci ne soit pas trop long. Donc si tu prends un composé qui est coloré, un acide qui est coloré avec un indicateur coloré, mais avec un tout petit epsilon, il va falloir que tu mettes beaucoup de produits, et ton truc, il va être comme ça. C'est pour ça qu'il faut que ce soit avec un epsilon très intense. Non, mais en fait, ma question, c'est vous avez dit quoi, les indicateurs colorés ont un epsilon très élevé, oui. Mais comment on peut diluer la solution et quand même garder un pH Tu ne dilues pas la solution, tu prends la plante telle qu'elle est. Elle ne va pas être trop colorée pour l'appareil, pour le spectrophotomètre. Tu prends dans ton Erlenmeyer où tu fais le titrage, tu ne mets qu'une ou deux gouttes d'un indicateur coloré qui lui-même a été dilué il y a longtemps. Mais l'acide que tu titres, lui, il a la concentration que tu veux. C'est la petite goutte d'indicateur coloré que tu mets qui doit être diluée. Ok ? Et elle va se retrouver au pH imposé par ton système. C'est pas l'indicateur coloré qui gère le pH du système. Le pH est géré par les gouttes acide-base qui est... C'est pas une solution d'indicateur coloré, c'est une goutte dans le tampon. Ouais. Et alors, tu pourrais très bien faire, au lieu de faire tout ça, de prendre une solution d'indicateur coloré et puis faire un titrage acide-base et dire à la demi-équivalence, on n'a pas besoin de tout le cours que j'ai fait. Sauf que les indicateurs colorés sont des composés organiques et qu'à ce titre, ils sont peu solubles en milieu acide, peu solubles dans l'eau. Ouais. Donc, d'où cette méthode qui est pas longue du tout, même si le calcul vous a semblé mettre en jeu beaucoup de tableaux. Non, vous ferez, c'est assez.
D'autres questions sur l'indicateur coloré?